Je ferai un petit contour historique pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans l'histoire dramatique du Rwanda, simplement pour revenir à la manière dont les faits commis en 1994 au Rwanda ont été qualifiés à la fois par le Conseil de sécurité que par les juridictions, notamment le tribunal pénal international institué justement par le Conseil de sécurité via sa résolution 955 de 1994. Ce n'est pas que de faire leçon à qui que ce soit, mais ce qui est connu, c'est que avant l'arrivée des Blancs au Rwanda, les Rwandais connaissaient effectivement les dénominations Hutu, Twa, Tutsi, mais n'étaient jamais opposés les uns aux autres. Ce qui les ont distingués au fur du temps, il faut situer les choses à cette époque, était inspiré par le darwinisme qui venait de naître à la fin du XIXe siècle. Et comme nous rappelle Feu Jean-Damascène Ndayambagé, un ancien professeur de psychologie au Rwanda, et que Ibuka a eu l'honneur et le plaisir de recevoir, un homme qui a traversé toutes les crises dans les différentes phases qui ont conduit au génocide. Les Allemands qui arrivent la première fois, le premier étant von Gotzen en 1857, si je ne me trompe pas, propose que ce petit pays est tout à fait différent des autres pays noirs. Il considère que c'est un État, une nation, avec un chef d'État, le Mwami, le roi, un territoire que le roi, avec son armée, étend au fur et à mesure jusqu'aux frontières, et je vais dire tracées plus tard par le colonisateur. Le Rwanda s'étendait jusqu'en Ouganda, au Congo voisin. Il y a donc un chef d'État qui a une armée, qui a un territoire, qui a toute une organisation que les premiers Blancs considèrent comme inhabituelle, considérée à d'autres Noirs. Il suggère que on s'assoit sur cette organisation, ça c'est les Allemands qui proposent, dès lors que ces Noirs qui doivent venir de la Caucase, qui sont peut-être d'origine égyptienne, éthiopienne, ont une intelligence extraordinaire et que, par ailleurs, c'est de faux Blancs qui auraient immigré au fur et à mesure avec leurs troupeaux. Ils considèrent que le reste de la population, les Hutus, sont des gens qui, moins nantis intellectuellement, sont des gens à mettre, je vais dire, à organiser, à gérer comme des gens justement qui ne sont pas, qui sont plutôt comme d'autres Noirs. Ainsi, on va décrire, c'est un résumé, le Tutsi comme Hamite, noble, envahisseur, parce qu'il est arrivé en deuxième position après les Hutus, féodal, aristocrate, seigneur, oppresseur, grand, beau, intelligent, rusé,
possesseur fait pour commander, menteur né, faux noir, rival du blanc, anti-blanc, communiste. Le Hutu, lui, est considéré comme bantou, roturier, indigène, serf, cultivateur, paysan, esclave, opprimé, petit nègre, simpliste, singe à peine dégrossi. Travailleur, docile, convéable en merci, le cœur sur la main, authentique, autochtone, ami des Blancs, bon chrétien. Voilà le tableau qu'on nous dresse. Les Allemands sont remplacés par les Belges comme un pouvoir tutelle et les pères blancs abondent dans cette analyse et pensent se référer aux Tutsis pour l'organisation de cette société. Plus tard, je vais aller plus vite, les Belges se rendent compte qu'il faut protéger la majorité numérique, les Hutus qui sont opprimés. Et puisque les malins Tutsis ont réclamé l'indépendance, on renverse la vapeur. C'est ce qui va donner naissance, avec l'assistance de certains missionnaires, dont l'ancien évêque André Perrodon d'origine suisse, pour opposer les Hutus aux Tutsis, ce qui va donner naissance à ce qu'on a appelé la Manifeste des Bahutus en 1957. Il est bien décrit que le Tutsi est étranger, il est venu en deuxième lieu, c'est lui plutôt le colonisateur et qu'il faut le remplacer, donner la place aux autochtones Hutus. Le premier président, Grégoire Kayibanda, est issu de cette fameuse révolution de 1959 où on a déjà décidé qui est autochtone, qui a la main pour gouverner, qui est majoritaire, et ne soyez pas étonnés, les mêmes arguments sont encore en place et fondent l'idéologie génocidaire au fil du temps de la Première République dirigée par Grégoire Kayibanda à la Deuxième République dirigée par le président Habyarimana. Je crois donc qu'il faut revenir aux faits et la qualification des faits, et que, sauf à être amnésique, je ne vois pas comment contrer le négationnisme sans avoir une loi. Aucun crime ne peut être condamné sans qu'il y ait une loi. Je me suis rendu compte, moi-même dans mon métier, combien le témoignage est une force redoutable. Lors des cours d'assises qui ont été organisés en Belgique en 2005, en 2007 et en 2009, nous nous sommes rendus compte que même des professeurs d'université, ça c'est le premier procès en 2001, n'arrivaient pas, même s'ils avaient eu des années pour préparer leur procès, ne pouvaient pas résister au témoignage. Et le cas qui m'a, parmi d'autres, marqué, c'est au moment où le procureur fédéral pose la question à M. Ntezimana, ancien professeur à l'université du Rwanda, qui est accusé de génocide et condamné depuis lors. Il demande, mais le professeur Karenzi, qui a été tué,
Était-il votre ami? Était-il votre voisin? Qui il était pour vous? Je crois qu'il a dit qu'il est son ami. Et le procureur lui demande, mais que se passe-t-il quand vous apprenez qu'il est mort? Qu'est-ce que vous faites dans votre tradition? Le professeur dit, moi j'avais peur, etc. Pouvez-vous me donner votre emploi du temps? Le professeur commence à, je me lève, je prends mon petit déjeuner, et à un certain moment, il ne sait pas quoi dire. Il va dire, mais à ce moment-là, je jouais aux cartes. Et le lendemain, la presse avait intitulé un de leurs articles, pendant qu'on tuait, le professeur jouait aux cartes. Dans le même temps, les témoignages qu'on peut prendre pour banal venaient des survivantes, des Hutus, des femmes Hutus, qui avaient épousé des Tutsis qu'on avait brûlés au couvent des sœurs à Sovu, à Butare. Et ces dames avaient même, c'est des paysannes qui, on a même insisté pour leur mettre des chaussures, il faisait encore froid. Mais il y a une à qui on demande, mais quelle était la couleur des bidons d'essence qu'on a déversé sur le locaux pour brûler les victimes? Et la réponse, je crois que on ne pouvait pas s'y attendre. La dame dit, vous vous imaginez sincèrement, vraiment, que au moment où on tue nos maris, nous sommes intéressés par vérifier la couleur des bidons d'essence. Un autre témoignage, c'est en 2005, un jeune homme de Kibungo à qui on demande, mais quelle est la date de ce que vous êtes en train de dire? Il répond au procureur, monsieur, mais je ne savais même pas, je confondais la nuit et le jour parce qu'une fois j'ai pu sortir, il y avait de la lumière, c'était la nuit, mais j'ai cru que c'était la journée. Vous me demandez quelle date c'était pas ma première préoccupation. Si vous regardez notamment les réactions de Pierre Péan dans son livre Noir fumeur, blanc menteur, vous vous rendez compte que rien n'a tellement changé depuis l'époque où on a rencontré les premiers Blancs, les Allemands, puis les Belges au Rwanda. Pierre Péan, dans son livre en 2004, il précise lui-même qu'il est révisionniste. Il veut réviser l'histoire. Et il s'appuie sur ces slogans de la fin du 19e siècle pour dire que les Tutsis naissent menteurs, que les Hutus qui se frottent trop à eux le deviennent aussi. Et quand Esther Ojawabo, encore un témoignage, vient déposer devant la cour d'appel de Paris, il se retourne vers Pierre Péan et lui demande, mais monsieur, vous savez ce qu'ont fait les bourreaux aux femmes Tutsis sur base de ces stigmatisations, sur base d'un certain nombre d'idées reçues. Et comment pouvez-vous dire ça 10 ans après le génocide donné en 2004, lors de la publication de ce livre? Pierre Péan ne sait pas lui répondre, mais toujours est-il que les voies qu'empruntent maintenant les négationnistes, c'est de revoir l'histoire, de renvoyer dos à dos bourreaux et victimes, et il est facile aussi de s'attaquer au pouvoir actuel qui, c'est encore les faits,
a pu sauver quelque chose au moment où la communauté internationale, la Belgique, la France, on n'en parle pas, ont abandonné tout un peuple. Et c'est ce qu'on nous oppose. Même dans les cours d'assises, nous avons affaire à des procès contre les personnes soupçonnées d'avoir commis le génocide et systématiquement on aboutit à un procès contre le régime de Kigali. Je crois que c'est une voie terrible. Les Juifs aussi, via soi-disant le mouvement sioniste, se sont fait attaquer et via les lois qui répriment la négation de la Shoah, on a pu remettre certaines personnes à l'ordre. Je pense que légiférer, c'est important. Et ceux qui prétendent que ça nuirait à la réconciliation des Rwandais, je crois qu'ils se trompent. À partir du moment où vous n'avez pas de souci de remettre en question les faits historiques, je crois que vous n'avez pas peur d'être déstabilisé par une loi qui réprime la négation. Et je termine par deux petites phrases. C'est très stratégique. À force de dire les choses n'importe comment, on dit n'importe quoi. Et ceux qui veulent nier le génocide empruntent cette voie-là. Dire les choses n'importe comment pour dire les choses n'importe comment pour dire n'importe quoi. Faire du génocide n'importe quoi. Remettre, je vais dire, tout en question. L'autre petite phrase par laquelle je termine, c'est la phrase de Rousseau. Si vous voulez qu'on obéisse aux lois, faites qu'on les aime. Je voudrais dire que les projets de loi, c'est très bien, mais faut-il encore qu'ils répondent aux besoins et qu'ils nous permettent d'aboutir à une stabilité, à une certaine régularité dans la société, sans quoi certaines lois, c'est pas moi qui le dis, se sont avérées inutiles. Et je voudrais dire que c'est la grande question que je me suis posée. Ibuka pourra peut-être examiner cette question, je vous la soumets aussi pendant le débat si vous voulez déjà aujourd'hui. Nous sommes arrivés à nommer les victimes après un long parcours. Le génocide commis sur les Tutsis, mais en regardant, j'ai eu honte moi-même. On ne désigne pas les bourreaux de la même manière. Le projet de loi de Gilles Forêt, sous pression de certaines associations, a gommé la qualification des bourreaux. Nous avons le génocide commis sur la Shoah par les nazis, c'est souligné. Nous avons le génocide commis sur les Arméniens par le mouvement jeune turc, c'est souligné. Mais par rapport au génocide commis sur les Tutsis, rien. C'est scandaleux dans un texte de loi, parce que finalement, qui a tué ces gens? Et on ne va tout de même pas dire un jour que c'était plutôt un suicide collectif. Je dis, je vous remercie.